Bonjour tout le monde, bienvenue à cet nouvel épisode de notre balado L'Audio Brio. Cette année, en fait, pour notre trimestre de la santé, on a décidé de parler de la santé évidemment, mais en prenant en compte en fait un enjeu qui touche l'ensemble des organisations. On va aborder des enjeux liés à la santé psychologique en tenant compte en fait du mieux-être des employés, des gestionnaires, de toute l'équipe là, dans vos entreprises. Pendant l'écoute de ce balado-là, vous allez pouvoir constater que nos experts vont pouvoir vous outiller, vous aiguiller, vous donner des conseils pratiques et également vous faire peut-être prendre des prises de conscience là, par rapport à la santé, toujours dans une approche bienveillante, évidemment. Aujourd'hui, autour de la table, on retrouve nos experts, en fait, avec lesquels on va tenter de démystifier et de mieux comprendre certains aspects de la santé organisationnelle. Premièrement, on a Vicky Champoux, directrice générale chez Brio PAE et cofondatrice de Brio RH PAE. Geneviève Gagnon, responsable du département en santé organisationnelle chez Brio RH et membre de l'ordre des CRHA. Ginette Desforges, directrice générale de chez Brio RH et cofondatrice de Brio RH PAE. Et moi-même, Félix Turgeon, je travaille en marketing RH chez Brio RH et je serai le technicien de ce balado. Donc sans plus tarder, je vous laisse pour l'écoute de notre balado sur la santé. Bonne écoute. Donc, salut les filles, j'espère que ça va bien. Donc, contente de vous voir aujourd'hui, notre premier balado de 2023. Donc, on commence à avoir d'expérience, donc on va être, je sais pas si on dit ça, meilleur, encore meilleur, plus, on dit pas rodé, mettons pas plus meilleur, mais rodé. Donc, cette année, on a décidé d'entamer l'année par, évidemment, un volet santé. Au mois de janvier, le premier trimestre, on sait toujours que c'est la santé. Mais là, on a décidé d'aborder le volet de la santé psychologique des gestionnaires. Donc, je prends mes notes quand même un peu juste pour bien introduire, pour que les gens puissent bien comprendre. Donc, la santé psychologique des gestionnaires, mais aussi des employés, en tenant compte de plusieurs enjeux importants qui ont évidemment influencé nos vies au cours des dernières années. Et là, je parle évidemment de plusieurs aspects reliés à la gestion des ressources humaines, la gestion des équipes, mais aussi ce qui a un impact sur le mieux vivre ensemble. Donc, je parle ici de la diversité, l'inclusion et de la communication non violente. Bon, évidemment, j'ai mes collègues ici, donc Vicky, qui est de Brio PAE, directrice générale de Brio PAE. J'aimerais ça que tu puisses nous aborder un des angles qu'on a mis dans notre couple. Donc, les gens vont le voir au niveau du balado en ligne. Sauf que ce qu'on a mis dans notre couple, c'est, imaginons un entonnoir. Il y a eu une pandémie. Puis là, je sais que tout le monde est tanné d'entendre parler de la pandémie, mais on n'a pas le choix de l'aborder parce que c'est une situation qui est réelle et on vit encore le ressac de tout ça. Il y a la pandémie qu'on a eue pendant 3 ans. Ce qu'on ajoute là-dedans et qui vient exacerber le tout, c'est le volet de la pénurie de main-d'œuvre. Puis là, la pénurie de main-d'œuvre, moi, je vais l'aborder tantôt, mais ça fait longtemps qu'on en parle, mais là, on a les deux pieds dedans. Ce qui s'ajoute à ça, évidemment, tu vas nous en parler, Vicky, c'est la fatigue pandémique. Puis, on ajoute à tout ça la pénurie de main-d'œuvre, mais tout ça, c'est lié aussi aux défis liés à la diversité et à l'inclusion. Ça a quoi comme impact? Bien, un impact sur la gestion du changement. Puis on sait que c'est pas facile, la gestion du changement. Même si on a une grande ouverture, il reste que le changement, c'est difficile pour tout le monde à des degrés qui sont différents. Ça amène des défis de communication, assurément. On avait déjà, quand on fait des diagnostics, on sait que c'est le nerf de la guerre, c'est la base. À chaque fois, on introduisait nos nouvelles en DO l'année passée, puis ils nous disaient, ben voyons, c'est toujours la même problématique. C'est un défi de communication, donc c'est un défi de tous les temps. Il est toujours présent. Puis évidemment, la détresse psychologique, tu disais, Vicky, quand on se préparait, dans ce que toi, tu as noté, les recherches démontrent que 40 à 60 des employés sont en situation de détresse post-pandémique. Puis les constats que tu fais au PAE, c'est que la majorité des échanges de tes intervenants avec les employeurs au cours des 18 derniers mois ont traité de l'ensemble de ces enjeux-là. Parle-moi donc un peu de la pandémie, de l'impact, puis sur les équipes. Effectivement, ce qu'on a vu avec la pandémie, c'est un sujet qui était quand même important. Je sais on a fait un débat à savoir est-ce qu'on le garde ou on le garde pas là-dessus, mais pour nous, dans le PAE, ben oui. C'est ce qui explique comment on est aujourd'hui. C'est pas quelque chose qui se coupe au couteau, là, du jour au lendemain, c'est terminé, on n'en parle plus. C'est des effets à long terme. Puis le fait d'avoir été sur un stresseur longtemps, même des gens comme Sonia Lupien vont nous confirmer que le fait d'avoir été exposé aussi longtemps à un stress,
peu importe l'intensité du stress qu'on a vécu, parce qu'on n'a pas vécu tout de la même façon, mais juste le stress constant de la pandémie, du côté tout ce qui était incontrôlable, tout ce qui était nouveau, imprévisible, des fois de cette pandémie-là, ben, a généré un stress chez nous. Ce qui fait que, maintenant, à force d'être sur le stress, ben oui, il y a une fatigue pandémique qui s'est installée. L'enjeu qu'on a aujourd'hui, c'est comment on va éduquer nos employés à aller rechercher ou refaire leur énergie post-pandémie. Parce que ce n'est pas une fatigue physique, c'est vraiment une fatigue plus psychologique, émotionnelle, qui est une fatigue sur laquelle on ne nous a jamais donné d'enseignement, à moins d'avoir eu un épuisement, puis d'avoir été consulté. On va peut-être nous avoir expliqué ce que Parce que pour enchérir, tu nous disais, oui, mais c'est pas parce que tu avais des vacances pendant cette période-là que tu as profité réellement de ces vacances-là. Tu avais une situation qui était particulière. Puis même dans la première année de pandémie, dans le premier trimestre, si vous vous rappelez, il y avait plein de gens qui avaient des vacances puis ont décidé de ne pas y aller en vacances parce qu'ils ne pouvaient plus partir. Les plans incertains. C'est ça. Fait que là, ils ont comme reporté. Fait qu'il y a eu un peu l'usure du temps aussi, même physiquement, parce que les gens remettaient leurs vacances. Maintenant, on s'est dit, ben là, on n'a pas le choix. Il faut faire des pauses. Mais là, les gens partaient en vacances. Je vais me rappeler, il y a 2 ans, j'arrive chez un client, 180 personnes dans l'auditorium. On est à une semaine de Noël, puis là, j'ai la main levée, qui pète le feu ici? Puis ils ont tous parti à rire parce qu'on était tous dans le même état. On est un petit peu latent, comme si on avait mis notre vie en pause. Aujourd'hui, c'est sûr que depuis cet état, on commence à reprendre. Ça amène d'autres enjeux qu'on pourra peut-être discuter tantôt. Mais c'est un peu là qu'on est. C'est la fatigue post-pandémique, des enjeux d'adaptation aussi beaucoup. Hein? Il y a tellement eu de changements que les troubles d'adaptation sont quand même présents. Et l'épuisement aussi chez des clientèles qu'on n'avait pas vues auparavant. Oui, c'est ça. Puis tu disais, tu sais, il y a un stress continu aussi qui s'est installé aussi chez les employés, chez les employeurs aussi. Puis on n'a pas le choix de gérer avec ce constat-là. C'est une nouvelle réalité. Oui. Un peu comme toutes les réalités qu'on va présenter. Oui, on ne peut pas le nier. Non, c'est ça. Tu sais, on parlait de pénurie de main-d'œuvre. Je ne sais pas si t'avais-tu terminé ton point. Ce que j'allais dire, c'est que même quand on dit 40 à 60 % des gens aujourd'hui sont en situation de détresse psychologique, c'est le fun de savoir qu'avant la pandémie, Santé Canada nous disait que c'était 20 % de la population, comme le musculo-squelettique. Fait qu'en 2 ans ou 3 ans de pandémie, dépendant de où on se place, ben, c'est comme ça l'a monté du double, ça l'a doublé, les impacts sur notre santé psychologique en lien avec la pandémie. Mais on n'était pas préparé à ça. On se préparait à atteindre notre 20 %. On venait juste de l'atteindre. Puis là-dedans, ce qu'on voyait auparavant, chez nous, les gens de la consulté, 35 % c'était relié à leurs enjeux de santé psychologique, alors qu'aujourd'hui, on va être entre 40 et 60 % des enjeux sont de nature santé psychologique directe. C'est énorme. Oui, absolument. Puis, tu sais, on le disait tantôt, dans notre entonnoir, il y a ce que Vicky vient d'adresser, mais il y a aussi tout ce qui est relié à la pénurie de main-d'œuvre. Puis évidemment, ça vient exacerber la problématique. C'est un phénomène dont on parlait, mais qui est réel et à tous les niveaux. Tu sais, il faut même repenser. Marc-André, qui est notre collègue de travail, m'a envoyé un article tantôt, justement, qui disait comment on peut innover dans la façon de recruter, mais pas seulement de voir comment on peut recruter, mais comment on peut repenser une organisation aussi, autant au niveau opérationnel qu'au niveau de la gestion des ressources humaines, c'est-à-dire comment je peux être plus productif, plus efficient aussi. On en a déjà parlé dans un balado précédent, mais ça fait partie des impacts aussi. Mais ce que je veux dire, c'est que cette pénurie-là de main-d'œuvre amène un stress indu, amène évidemment un impact sur les équipes parce qu'il manque des collègues de travail. Puis là, la majorité des gens, des employés, ils sont tous tatoués pour la plupart. Ils ont tous l'organisation tatouée sous le cœur. Donc, ils s'investissent, mais ça a un impact sur leur santé en même temps. Une fatigue reliée à la pandémie aussi. Plus la surcharge de travail aussi. On l'a même vu, de la frustration d'employés. Dire, je sais pourquoi je fais le temps supplémentaire, je sais qu'on n'a pas le choix parce que là, même si j'ai un rôle de peintre, l'usine repose sur moi parce que si je ne suis plus là, l'usine va arrêter, la chaîne va arrêter. Fait que j'ai pas le choix de dire oui. Mais moi, là, je suis à bout. Je suis plus capable. De s'emporter, d'avoir des comportements qui sont plus à gérer au niveau disciplinaire. Mais pourtant, c'est des enjeux de santé psychologique à la base, puis des enjeux en lien avec la pénurie de main-d'œuvre. Ben oui, absolument. Il y avait aussi l'irritabilité, un peu ce que tu dis, le stress, l'anxiété des gestionnaires et des employés. On a tendance à parler beaucoup des gestionnaires. Pas des gestionnaires, mais des employés, mais on oublie aussi les gestionnaires et les propriétaires, les chefs d'entreprise aussi, qui vivent ce même stress aussi, l'anxiété. Il y a beaucoup une anxiété liée à l'aspect financier aussi. Puis, veux pas que quand tu as une équipe, tu as une responsabilité. Tu sais, nous autres, on dit toujours, on a, je sais pas, moi, 25-30 personnes qui travaillent ici, mais on est imputable de ces gens-là aussi. Oui, on offre un salaire, on fait vivre des familles aussi, donc, veux pas, ça amène un stress supplémentaire. Puis,
j'avais trouvé dans mes recherches, puis c'est en lien avec ce que tu vas aborder, Geneviève, puis tout le monde va pouvoir le voir à l'écran, évidemment. Je trouvais ça intéressant, une espèce de pas boucle, mais une espèce de cercle qui représente un peu ce qui englobe la main-d'œuvre inclusive. Parce qu'à un moment donné, dans la quête de solutions, il y a l'aspect opérationnel, il y a l'aspect efficacité, mais il reste que la pénurie de main-d'œuvre est là, c'est un stress supplémentaire, il faut aller chercher des ressources ailleurs. Donc, puis on parlait que ça amène des défis de communication, puis les défis de communication, on voulait prendre le temps dans s'être préparé de dire, c'est quoi de la main-d'œuvre inclusive? La main-d'œuvre inclusive ou la diversité, c'est pas seulement parce que tu es d'origine d'un autre pays, là. C'est pas ça du tout. C'est juste la main-d'œuvre étrangère, dans le fond. C'est au-delà de ça. Absolument. La diversité est ici au Québec, elle est présente. Si on parlait, ce qui rentre là-dedans, situation familiale, identité du genre, statut socio-économique, la langue, la race, l'origine ethnique, la religion, LGBTQIA+, j'en perds mon latin un peu dans toutes les appellations. Les générations, on se retrouve avec un fossé dans les générations aussi. Donc, comment on amène les gens à bien travailler puis à comprendre un peu ce qu'ils vivent. Toi, Geneviève, tu voulais aborder le sujet aussi de la diversité et de l'inclusion? Oui, bien en fait, tu le nommais, Ginette, avec la pénurie de main-d'œuvre, ça fait partie des solutions, d'étendre notre bassin de candidats de main-d'œuvre, mais il faut aussi être bien préparé. On parlait des défis de communication, mais si ces gens-là, bien, on les accueille pas bien, on les intègre pas bien, mais ça crée une pression, ça peut éventuellement créer un stress supplémentaire et donc des problématiques au niveau de la santé psychologique. Mais c'est pas juste les employés qu'il faut bien intégrer, c'est aussi toute l'équipe de travail qu'il faut sensibiliser, mais surtout outiller les gestionnaire, parce qu'on parlait tantôt de la détresse psychologique ou la santé psychologique des gestionnaires, mais s'ils ne sont pas bien outillés, ils ne sont pas appuyés, en fait, leur coffre à outils n'est pas assez suffisant pour être en mesure de bien intégrer ces employés-là. Et là, ils ne vivent pas nécessairement de succès avec l'accueil, l'intégration, la formation. Donc, c'est un défi en soi, juste ça. C'est ça. Surtout dans le cas quand tu intègres des travailleurs étrangers. Exactement. Pour prendre compte de avec leur famille, pas leur famille. Comment tu vas les intégrer, on va en reparler, mais dans leur communauté. Fait que, il y a tout ça, c'est que le rôle du gestionnaire, même si on sait qu'il peut faire du temps supplémentaire, ça n'arrête pas nécessairement le vendredi, parce que là, il va y avoir un appel le dimanche que... j'ai une gestionnaire, justement, ce matin qui me disait ça. Ben là, il faut que j'aille réparer une toilette qui coule. Ah, ben là, finalement, il fait froid, il faut leur ramener des couvertures. Ça n'arrête jamais, là. Oui, effectivement. Oui, c'est une solution à la pénurie de main-d'œuvre, mais il faut être bien préparé, bien formé, bien informé, parce que sinon, il y a aussi ces enjeux-là, effectivement, au niveau de la... Il y a des beaux avantages, mais c'est ça. Les défis auxquels on fait face, c'est qu'on les connaissait peut-être pas autant. Exactement. Les gens, c'est une solution rapide, mais la solution rapide demande aussi de savoir s'adapter. Puis là, s'adapter, on l'a dit tantôt. On parlait de main-d'œuvre, c'est ça, inclusive. C'est pas nécessairement juste par l'immigration, mais quand on a une main-d'œuvre diversifiée, je pourrais dire ça comme ça, dans nos équipes, il faut modifier notre approche. Ça demande toujours au gestionnaire de modifier son approche de communication, son encadrement. Ça peut être extrêmement épuisant si on n'est pas bien outillé pour le faire. Là. Mais en fait, ça met la table un peu à la communication. Puis là, je sors un peu de ce qu'on avait un peu planifié, mais ça me vient en tête. Hello, elle a fait une présentation cette semaine chez un client. Puis on avait déjà fait quelques-unes formations comme ça. Puis je trouve ça intéressant, c'est que les membres de l'équipe ont décidé de voir comment on est en mesure de mieux communiquer ensemble à l'interne pour mieux se comprendre puis s'enlever de la pression parce que on est souvent dans la présomption. C'est la nature humaine de présumer. Mais comment on fait pour travailler vraiment sur les faits et de bien comprendre les individus puis d'apprendre à se connaître nous aussi. Puis ce qu'elle faisait, c'est qu'elle a passé des tests psychométriques à des gestionnaires, des employés, pour qu'ils apprennent à se connaître. Donc déjà, tu as une ouverture. Tu comprends les différents indicateurs comportementaux qui te définissent finalement comme être humain, comme individu. Donc déjà, tu as une ouverture. Tu comprends davantage que c'est pas parce que je dis n'importe quoi, toi, tu es introverti, que l'autre est introverti, puis qu'on discute de la même façon. Là, c'est basique ce que je dis, mais c'est juste pour expliquer la nature un peu des différents indicateurs comportementaux. Puis de faire après ça un exercice qui dit, moi, c'est quoi mes défis, mais que les autres me nomment aussi mes défis. Donc, d'apprendre à se connaître sans jugement, sans préjugés, juste pour améliorer la collaboration. La dynamique. Dynamique. Je ne dis pas qu'il faut faire ça avec tous les employés, ça deviendrait difficile. Non, parce qu'il y en a qui n'ont pas cette ouverture-là non plus, ça. Donc ça n'a pas le même effet. Là. Mais ce que je veux dire, c'est que tout ce que ça vient confirmer, c'est qu'une fois que
tu as compris, tu travailles en ouverture, que tu as compris quel genre d'être humain tu étais, comment tu te comportais, ça t'éveille à ta relation face aux autres aussi et à adapter. Parce que c'est ça le rôle du gestionnaire, c'est adapter ton discours en fonction de l'individu qui se trouve devant toi, si tu vas aller chercher son adhésion. Mais là, le défi qu'on a, c'est qu'il y a la fatigue pandémique, parce qu'il y a eu une pandémie. Oui. Il y a une pénurie de main-d'œuvre, parce que ça fait longtemps qu'on en parle, mais c'est toujours, c'est comme un travail de session, c'est, pour certains, certaines, c'est la veille qui débute, c'est un peu la même chose. Donc, puis c'est pas juste ça, c'est que c'est démographique, là, maintenant, là. On peut pas obliger les gens à faire des bébés non plus, là, tu sais. Puis on n'a jamais favorisé les métiers. Et on se retrouve avec plusieurs situations où, là, il y a plusieurs angles qu'il faut gérer en même temps. Ça ajoute une pression sans oublier supplémentaire. l'inflation. Exactement. Exactement. D'ailleurs, on en parle, tu sais, quand on parle... Tantôt, tu disais, Vicky, l'épuisement des équipes. Je t'avais dit, prépare-toi une couple d'exemples. T'es bonne pour nommer des exemples. Tu sais, tu parlais... Entre autres, la présence thérapeutique, mais tu as parlé de l'inflation. Commence donc l'inflation, puis l'impact aussi sur la clientèle. Au niveau du programme d'aide, je dirais que ça fait déjà 6 mois que nous, on sent vraiment les effets de l'inflation, même si des fois, quand on écoute les nouvelles, on l'entend dire, c'est pas si mal que ça pour l'instant, parce que les gens ont négocié leurs hypothèques, ça va renouveler dans 2 ans, c'est plus à reporter dans le temps. Je peux vous dire quand même qu'à court terme, le panier d'épicerie coûte plus cher. Il y a beaucoup de choses, déjà l'essence, des fois les services de garde ont augmenté. Fait que, pour les communs, pour les employeurs en général, comment ça se traduit? C'est que quand il arrive un moment où il serait dû peut-être partir pour un épuisement ou du moins se permettre une semaine ou un mois de recul pour juste remettre le focus à la bonne place, ils sont pas capables parce que de penser qu'ils s'en vont à l'assurance emploi, qu'ils vont faire 4 à 5 semaines d'attente, on s'entend, là, il y a une semaine de carence, mais avant d'avoir le premier paiement, puis en plus qu'ils vont être à 55 % de leur salaire, ça devient un enjeu tellement grand, puis tellement plus stressant qu'ils vont décider de rester au travail. Mais là, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'espère pour eux qu'ils ont des congés de maladie, parce que des fois, c'est pas toujours le cas. Fait que là, on se retrouve avec des congés non justifiés. Donc, mesures disciplinaires de votre côté RH, qu'on va voir un petit peu plus. Fait que c'est vraiment une dynamique. Mais on peut-tu juste en parler tout de suite, la mesure disciplinaire, ce que tu disais, là, sans vouloir sauter du coq à l'âne, ça devient même ça difficile de faire des mesures disciplinaires. Parce que là, tu veux faire une mesure disciplinaire, tu es en pénurie de main-d'œuvre, il te manque de personnel, donc tu viens à ce moment-là augmenter la charge de travail de tes collègues. Donc ça serait un autre sujet, mais ça aussi, ça a un impact. Puis c'est pas toujours un manque de volonté non plus. Des fois, dans le disciplinaire, on a adressé des comportements qui étaient peut-être moins dans l'éthique de l'entreprise ou moins tolérables parce que maintenant, il faut créer une équité envers tout le monde. Actuellement, on a des gens qui sont plus en situation de détresse. On est conscient. C'est sûr que parfois, de maintenir le travail, on va parler de présentéisme thérapeutique, peut avoir aussi ses avantages. Mais si on se concentre sur l'inflation et l'impact chez les employés, la réalité, c'est que ça ne leur permet plus de prendre soin autant de leur santé qu'avant. Ils sont plus limités dans les options. Puis, des fois, même au détriment de décider de quitter leur emploi pour ça. C'est pour ça qu'on dit que 40 à 60 % des gens qui arrivent chez nous sont en situation de détresse. Moi, je l'inverse. Je dis aux clients, pensez que 40-60 % de vos gens qui quittent sont en situation de détresse. Oui, exactement. Chaque fois qu'on a un départ actuellement, c'est probablement un mal d'être, quelque chose qui est trop gros. La personne veut prendre la fuite. La seule avenue qu'elle a trouvée, c'est de quitter. C'est quoi notre sphère la plus grosse? Le travail. Tu n'arrêteras pas de dormir parce que tu vas mal. Tu n'arrêteras pas de manger, puis tu n'arrêteras peut-être pas de t'occuper de tes enfants. Fait que tu vas t'attaquer à la sphère que tu penses qui va amener un changement. Parce que là, tu ne sais plus par où l'amener, le changement. Tu sais, d'aborder le sujet aussi, parce que si on prend l'angle aussi de la diversité, il y a un défi différent qui atteint les gens qui viennent de la diversité. Tu sais, tu parlais au niveau économique, il faut qu'ils envoient des sous dans leur pays, tu sais. C'est ça, en janvier, on avait toujours des petits ateliers conférences, puis on avait Amine Chibani, qui est notre planificateur financier, puis Amine, il expliquait la pression que certaines religions peuvent avoir par rapport à leur culture, par exemple, ou même un travailleur étranger sans parler de religion, que plusieurs, c'est déterminé, là, il y a vraiment des graphiques qui démontrent que certains vont retourner des fois jusqu'à 20 % de leur salaire à leur religion, puis, admettons, même au niveau de leur pays. Fait que les montants moyens, là, c'était autour de 2700, mettons, côté religion, puis 2700 autour de l'envoi à la famille. Fait qu'on parle de 90 $ net par semaine qu'ils essaient de maintenir. Puis c'est sûr que pour les gens qui sont dans leur pays, des fois, quand ils regardent, ils les trouvent choyés, mais ils ne sont pas conscients du coût de la vie ici, puis de toute l'invitation qu'on a. Fait que
Ça met une grosse pression c'est une pression aussi, de là. plus pour eux à gérer. Puis Puis ce qui est un peu crève-cœur, là, tu parlais de la présence thérapeutique, ça fait du bien à l'employé, mais d'un autre côté, pour l'organisation, de faire face à du présentéisme, ça a un coût important, tu sais. Puis c'est pour ça que c'est difficile, hein? On répète souvent le message que prendre soin de nos employés, le bien-être d'un employé est directement lié à sa performance. Fait que c'est pour ça que je pense que c'est important quand même de continuer à véhiculer ce message-là. Les premières recherches pour le présentéisme thérapeutique avaient commencé un petit peu avant la pandémie. Fait que c'est un sujet qu'on s'intéressait beaucoup dans le programme d'aide parce qu'on a vu un effet de levier pour la réhabilitation de personnes ou des fois pour éviter que la personne, finalement, arrête trop longtemps. Je donne un exemple. Une personne qui est en état de séparation, elle souffre d'isolement, elle a des idéations suicidaires. Des fois, au gestionnaire, ça lui faisait peur. Elle disait, ben non, je veux pas avoir quelqu'un qui a des idéations suicidaires, il va pas bien, qu'il s'en aille chez eux. Oui, mais il souffre d'isolement avant tout. C'est ça qui a amené ça. Fait que lui, il a besoin du soutien de ses pairs. Ça a un autre impact. C'est ça. Maintenant, on a mis une médication en place. Il y a des rendez-vous en médiation, il y a des rendez-vous. Est-ce qu'on est capable de l'accommoder? Oui, d'adapter son horaire de travail, réduire un peu sa charge. Parce qu'il faut se rappeler que l'employeur a une obligation aussi. Oui, là, effectivement. Mais en même temps, on peut pas. Il n'est pas imputable de tout non plus, l'employeur, mais il faut. L'enjeu qu'on a, si on y va du point de vue de l'assurance peut-être collective plus administrative, Ouais. Aujourd'hui, c'est le temps, c'est un peu comme un débat public, dans le sens où on a l'arrêt de travail, on a le retour progressif. On n'a rien dans la partie avant quand notre employé ne va pas bien. Qu'est-ce qu'on fait pour on agit aider? En prévention, c'est ça. Effectivement. Puis qu'est-ce qu'on peut développer? Parce qu'on a toujours peur de créer des précédents. Mais c'est tellement vrai ce que tu dis. Il n'y a rien. La société n'est pas bâtie de cette manière-là. Autour de ce phénomène-là, en fait. L'employeur, je comprends qu'il n'a pas le goût de payer l'employé 40 heures semaine. C'est une prestation de 32 heures. C'est peut-être un message que tu as envoyé là, au ministère de la Santé. On va leur envoyer notre petit podcast. On va leur dire, écoutez ça, il y a des bons conseils là-dedans. Non, mais c'est ça. L'enjeu, c'est toujours ça. Puis énormément de courage aussi. Parce que prenez... C'est sûr qu'on ne parle pas des gestionnaires nécessairement, mais je prends l'employé commun qui est sur le plancher, quand son médecin lui donne un bien médical, parce que ça part même à la base du médical, il arrive ça, puis son médecin il écrit 2 semaines d'arrêt. Ouais, mais moi, je ne veux pas arrêter. Là, je fais quoi? J'ai un billet, si je ne le donne pas à mon employeur, je vais me mettre dans le trou. Fait que là, il s'avère que son billet, en se disant, j'aimerais bien mieux le jeter, mais je ne suis pas sûre que c'est légal de faire ça, parce qu'il sent dans l'obligation de le communiquer. Là, il arrive à l'employeur dit, ouais, mais là, je n'ai pas le choix de t'arrêter, tu as ton billet. Mais non, il n'y a aucune obligation là-dedans. C'est juste d'ouvrir la communication, de dire, toi, qu'est-ce que tu veux? Puis moi, je ramène souvent aux besoins de l'employé, comme aux besoins de l'organisation. Comment on peut arrimer tout ça ensemble, puis ouvrir le dialogue? Je pense qu'on ne peut plus faire les choses comme on les faisait. On était déjà là avant la pandémie à se re-questionner. Fait que, plus que jamais, je pense, c'est le temps de brasser. Si on revient aussi au sujet qui est vraiment au niveau de la diversité, tu parlais aussi que, bon, évidemment, les personnes qui sont issues de d'autres pays, donc les immigrants, tu constatais que, autant, oui, ils ont les défis reliés à l'impact financier, donc c'est un stresseur. Est-ce qu'ils communiquent avec le PAE pour avoir du soutien? Puis l'autre volet, en même temps, tu as une portion que tu trouves qu'il y a une résilience incroyable. Mais tu sais, ces gens-là, ils quittent des fois pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Il y en a qui quittent pour 6 mois. Tu sais, on passe aux travailleurs plus agricoles qu'on est habitué de voir saisonniers. Mais la réalité, c'est que la plupart, mettons, si on passe aux Philippines, les gens vont venir souvent pour des contrats de 2 ans. Fait il y en a que la résilience est très forte dans le sens où c'est des peuples qui ont été habitués de quitter ébranlés, c'est ça. Oui, puis c'est de génération en génération qui sont habitués de s'expatrier pour venir subvenir aux besoins de leur famille. Fait que ça, c'est autre chose. Tu sais, je pense qu'il faut connaître aussi c'est quoi les gens qu'on recrute, c'est quoi leur histoire. S'intéresser à eux. Si je recrute de la Colombie, puis c'est des travailleurs qui viennent pour des enjeux politiques, puis qui ont vécu des enjeux. Tu sais, moi, j'ai toujours me rappelé dans mes premières interventions de post-trauma, un employé qui se trouve face à un policier, mais il n'a pas vu l'accident, il ne sait même pas qu'un accident, mais il se met à trembler puis à avoir beaucoup de symptômes physiques. L'employeur dit « Je comprends pas, il n'a rien vu. » Mais il venait de réellement un trauma. Fait que, tu sais, des fois, c'est juste ça, de prendre conscience que même la notion par rapport aux autorités, on l'a vécu, on a de la diversité dans notre équipe, puis notre façon de voir même les corps policiers est vraiment différente. Absolument. C'est ça, parce que dans certains pays, c'est pas tant un rôle de protection que pour d'autres. Fait tu sais, d'amener cet aspect-là. L'avantage, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup, l'avantage nous, on a pu percevoir à travers le temps, c'est si on y va, par exemple, plus en termes de scolarité, pas de façon péjorative, tu sais, plus qu'on diminue notre scolarité, des fois, notre coffre d'outils est un petit peu moins garni. Puis les gens, des fois, leur réseau social, il est moins présent. Il y a eu plus d'enjeux, plus de défis. Fait qu'on voit un petit peu plus d'enjeux santé psychologique, des fois, que de travailleurs étrangers qui arrivent, qui vont arriver justement avec la résilience, avec une force d'adaptation. C'est ça. Oui, parce qu'on sait, tu sais, des fois, j'entends des histoires, même de nos collègues de travail,
des histoires à travers ce qu'ils ont vécu. Puis là, tu te dis, ben my God, tu sais, il faut vraiment être fort pour être capable de passer à travers ça. Fait que finalement, après ça, pénurie de main-d'œuvre, tu sais, pour eux, c'est pas grand-chose. La seule chose, c'est que la pandémie, par contre, a vraiment eu un impact peut-être plus grand. Tu sais, les gens n'avaient pas l'habitude de voir des réactions peut-être aussi grandes chez la main-d'œuvre en termes de diversité, là, travailleurs étrangers ou autres, dans le sens où le Philippin qui est ici pour 2 ans, mais là, il restait qu'un an à faire, ben lui, ils ont reporté d'1 an. C'est comme si tu avais un billet puis tu n'avais plus un billet de retour après. Ça a eu un impact sur la psychologie, sur la santé émotionnelle des gens. Cette année, là, on a déconfiné. Puis les gens qui étaient arrivés, j'en ai qui sont arrivés comme en novembre, bien, les gens sont repartis dans leur famille à Noël. Fait que tu arrives, ça fait qu'un mois, tu es ici, tu n'as pas de réseau social. Tu sais, on passe pas. Il faut créer l'inclusion au-delà du milieu de travail. On disait tantôt... Tu sais, c'est comme il y a un adage qu'on dit toujours au Québec, élever un enfant, ça prend un village. Mais c'est un peu la même chose. Puis il y a des histoires que moi j'avais lues que je trouvais intéressantes. C'est que c'est pas le rôle seulement à l'organisation, c'est d'accueillir et d'intégrer, surtout lorsqu'on va chercher des gens qui sont issus de la diversité. C'est que c'est les employés qui sont impliqués, c'est les organismes autour, les organisations autour. C'est la communauté. Donc, la communauté d'affaires aussi, c'est l'affaire de tout. Moi, je me souviens, ce que j'avais trouvé beau, c'est que quand Catherine, ma fille, était au secondaire, elle avait fait un échange au Mexique. Mais c'est fou, il y avait juste 2 Mexicaines qui sont arrivées ici. Puis je me souviens qu'on est allé à l'épicerie, puis que la personne à la caisse a dit « Ah, c'est toi, la Mexicaine du Mont-Notre-Dame. » Fait que... oui, c'est moi. Puis là, il y a quelqu'un d'autre qui arrive. Ah, c'est toi la Mexicaine du Mont-Notre-Dame. Mais c'était pas des gens qui travaillaient au Mont-Notre-Dame, mais ils n'avaient entendu parler, puis on commençait à parler en espagnol. Puis là, je dis non, il faut parler en français. Mais tu sais, tout le monde s'est rallié autour, puis elle disait, mais là, Sherbrooke, c'est un village ou c'est une ville, c'est quoi? Non, c'est plus qu'un village. Quand on parle de la préparation, j'ai l'exemple... je suis une fille de Kings of fait que ceux qui connaissent Cascade. Oui, c'est bien fait que, en tant que citoyenne, je m'en vais à la poste, puis j'arrive, dans mon casier, j'ai une petite lettre qui me dit bonjour, on voulait te faire part que dorénavant, tu vas peut-être constater que ta rue, tes voisins, des choses vont changer autour de toi. Et ils nous annonçaient justement la venue de travailleurs étrangers à l'usine, de gens de la diversité qui... Ça amène des belles initiatives, mais il y a encore, malheureusement, dans les organisations, chez certains clients, moi, je le vois, qu'il y a des gens qui vivent des situations... Parle-nous donc de ces enjeux-là, d'incivilité, d'harcèlement, en lien avec le fait que, ils sont probablement une minorité visible, donc ils vivent des enjeux. Puis, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de recette magique, là. Ça passe par la formation, notamment sur la civilité, c'est quoi les micro-agressions, de sensibiliser les gens. Peux-tu nous donner quelques exemples? Parce qu'on parlait de ça, micro-agressions. Oui, micro-agressions, tu sais, souvent, ça prend pas grand-chose. Hein. Ça peut être des propos, des fois, quelqu'un qui vit des enjeux, exemple, et de passer des commentaires. C'est subtil, hein. C'est plus subtil que du harcèlement, que de l'incivilité, mais ça passe juste par la sensibilisation, la formation, parce que si les employés ne sont pas conscients de ça, mais ils n'évaluent pas les répercussions que ça a sur ils la comprennent santé. pas c'est quoi l'impact. C'est un peu comme je disais, écoute, Geneviève, tu sens les épices ce matin. Oui, exactement. Tu veux dire quoi par là? Donc, ça a un impact sur la santé psychologique des employés, puis des employés, là, tout notre bassin de main-d'œuvre, il faut être sensible à ça. Notamment les gestionnaires pour qu'ils puissent agir agir en prévention aussi, là. Puis adapter notre discours aussi, mais tu sais, puis là, je veux pas rentrer dans les solutions puis les enjeux, mais tu sais, de se former, de comprendre aussi d'où viennent ces gens, les personnes qui viennent de la diversité. Elles sont formées de quoi? Oui. Tu sais, d'avoir une compréhension des différents enjeux permet à ce moment-là de mieux comprendre. Il faut avoir une ouverture, mais après ça, mieux former ses équipes et mieux communiquer et aussi. Chacun a leur bagage aussi. Puis, tu sais, je trouve ça super intéressant de diversifier notre main-d'œuvre, mais ça amène d'autres enjeux de communication entre les employés. Puis, ça peut vivre aussi certains irritants. Je donne un exemple. Se préparer. Une employée qui reçoit ses tâches par courriel, pour elle, c'est inconcevable, alors qu'ici, au Québec, c'est monnaie courante. Donc, est-ce que c'est parce que tu es moins importante? Est-ce que c'est parce que je te considère pas? Peut-être pas, mais si je n'ai pas l'éducation, je vais peut-être avoir une réaction qui serait incompréhensible pour mes collègues. La hiérarchie. C'est ça. Exactement. Tu sais, c'est pas du tout... C'est pas la même réalité. C'est pas la même réalité. Moi, je me souviens juste, la Suisse, on n'est pas à l'opposé quand même. En Europe, mon filleul de la Suisse, il me disait « Ah, mais là, écoute, un membre de ton équipe fait ça, il a le droit, il faut qu'il te demande la permission. » Non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est un échange mutuel qu'on a, c'est une réflexion, mais il n'y a pas ce niveau-là hiérarchique
qu'on peut retrouver. Puis là, on parle de l'Europe, mais il y a d'autres pays aussi dont le niveau hiérarchique il est beaucoup plus grand. Il n'y a pas la même relation qu'on peut retrouver ici en Amérique du Nord. Là. Donc, puis même, j'oserais dire au Québec, là, je pense que c'est particulier à ce qu'on est aussi. Il y avait différents enjeux, entre autres, on a parlé des micro-agressions, les impacts sur les équipes, mais la pression sur les gestionnaires, on parlait de la santé et sécurité, des différents facteurs psychosociaux, puis peut-être on pourrait rappeler en même temps qu'il y a une petite obligation. Oui, effectivement, la loi modernisant, la loi sur la santé et sécurité au travail qui a introduit l'identification des risques psychosociaux. Donc, on parle de charge de travail. Ça se fait pas de même, là. Non, c'est pas du tout, là, c'est effectivement. Ça, là. Donc, tu sais, mais vu que c'est pas un risque physique, visuel, c'est plus difficile pour les gens de concevoir puis de comprendre qu'il y a vraiment une gravité liée à ces risques-là sur la santé psychologique. Oui. Hein, on parle de, c'est ça, je disais, charge de travail, reconnaissance, soutien entre collègues, soutien du gestionnaire, le harcèlement psychologique, évidemment. Donc, c'est tout nouveau, c'est des concepts nouveaux pour certaines les premières portes de entreprises. réflexion sur des enjeux de santé Exactement. psychologique qu'avant l'employeur se disait, ben on dirait que notre santé psychologique faisait partie de notre vie personnelle. Oui, C'est exact. comme si au travail, il ne fallait pas avoir d'émotions. Puis, Oui. Mais rappelez-vous, moi, je me souviens très, très bien l'adage qui disait toujours ce qui reste à la maison, reste à la maison. Oui. Ce qui reste au travail, reste au travail. Alors qu'on est des individus Mais c'est- à part entière. Mais c'est ça, mais c'est de la foutaise, en fait, parce que c'est pas vrai. On est le même individu qu'on soit à la maison. Puis, à la limite, moi, je préfère ça que de retrouver quelqu'un qui s'isole à la maison puis qui vit des problématiques, puis de ne pas être en mesure de le soutenir aussi. Là. Sinon, on l'explique souvent, on travaille des fois avec des vieilles gardes de pompiers, par exemple, tu sais, puis c'est des gens qui ont vécu mille et une choses, puis ont l'habitude entre eux d'en partager, pas nécessairement du senti, mais de parler de ce qu'ils ont vécu. Puis après ça, quand ils arrivent à la maison, ils ferment la porte, puis on n'en parle plus. C'est Mais ça. ce qu'on dit aujourd'hui avec l'ère des médias, la conjointe sont souvent au fait de ce qui s'est passé de toute façon. Ton comportement va changer de toute façon. Tu vas-tu prendre un petit verre de plus? Vas-tu te coucher plus de bonne heure? Tu vas-tu faire de l'insomnie? Tu vas être plus irritable? Il y a des chances que tu aies tout ça. Fait que de toute façon, la conjointe ou le conjoint vont subir les contre-coups. Puis tu vas juste rendre ça encore plus gros que ce que c'est réellement. En mettant des mots, puis en nommant comment toi tu le traverses, puis en disant que des fois, ben oui, on est tabou, on ne sait pas comment faire, puis on n'a pas la solution tout de suite, mais c'est là qu'il faut ouvrir, puis... Mais souvent, ils ne savent pas comment le faire non plus. T'sais. Non, puis Parce le fait de ne pas en parler, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Ça ne veut pas dire que parce que c'était pas dans la loi, que ça n'existait pas. Là. Non, c'est ça. Mais même au niveau de ta santé psychologique, même de dire que tu ne vas pas bien, c'est pas donné à tout le monde d'être en mesure de le faire. Non, parce qu'il y a encore c'est beaucoup pas de préjugés. Oui, puis c'est pas donné à tout le monde de, même s'il ne l'entend pas, de le ressentir non plus aussi. Là. D'être à l'écoute, finalement. Exactement. Puis l'employeur, il a un rôle de mettre en place des moyens pour identifier, contrôler justement ces risques-là. Mais il ne faut pas oublier que l'employé aussi a une responsabilité. Je parle souvent du principe de co-responsabilité. Si l'employeur me tend une perche puis me fournit des outils et me dit de consulter le PAE, bien, il faut aussi que je prenne les devants puis que je le fasse. Ça savais un petit peu ce que je disais au départ. Amener l'employé à nommer ce qu'il a besoin. Autant en termes de diversité et d'inclusion, si j'ai quelqu'un qui arrive et que je ne connais pas sa communauté, je peux d'abord lui dire, toi, qu'est-ce que tu aurais besoin pour bien t'intégrer? Parce que lui, il a peut-être vécu. Pas présumé. Ben non, exactement. Peut-être que la personne dit, hey, moi, je suis très sociale, ça va bien. Non, moi, je suis plutôt solitaire. Fait que c'est pas que je me rends en isolement, que je m'assois toute seule à ma table. Fait qu'envoyez-moi pas 10 personnes. Parce que moi, ma pause, c'est le moment où je communique avec les gens de mon pays, puis j'ai pas le goût d'avoir 20 personnes autour de moi. Oui. Ah oui. Oui, mais quand c'est sûr connu, on le sait, c'est correct qu'on respecte ça aussi. Mais je pense que, tu sais, dans les solutions, on a travaillé ensemble, on en a nommé quelques-unes. Il n'y a pas de solution miracle. Non, parce que, tu sais, il y a beaucoup de choses qui arrivent en même temps actuellement. Il y a beaucoup de choses à la gérer. On le rappelle. Fatigue post-pandémique liée à la pandémie, la pénurie de main-d'œuvre, puis l'intrusion, évidemment, de gens qui viennent de différentes diversités, parce que c'est sain de un. Je pense que ça peut nourrir une organisation, une communauté aussi, de partager ce savoir-là. Je corrigerais le terme intrusion plutôt que inclusion. Ça serait peut-être... Tu dis inclusion. Ah non, c'est ça. C'est pas ça que je voulais dire. Désolée. Merci de m'avoir repris. Mais je trouve que ça amène à ouvrir la discussion. C'est ça. Puis moi, toujours beaucoup, on a des membres de notre équipe, justement, qui viennent de différents pays, mais de connaître leur histoire, de connaître leur communauté, de connaître leurs coutumes aussi. Moi, je trouve ça extrêmement enrichissant aussi. Mais tu sais, Jeanette, tu dis ça, là, puis même, des fois, je me dis, crème, si je mettais autant d'efforts à connaître même mes collègues de proximité, Absolument. mon collègue québécois, que je pas le temps de connaître mon collègue de l'étranger. On dirait que ça devient de l'acquis. C'est ça. Mais tu viens d'où? C'est quoi ta culture? C'est quoi ton bagage? Qu'est-ce que tu as vécu dans ta vie? Là, on parle de la main-d'œuvre immigrante, mais tu sais, il y en a qui ont
ils ont été en arrêt ou retirés du marché Absolument. du travail pendant un certain temps. Il y en a d'autres qui ont certaines limitations physiques ou Ouais. même cognitives. Donc, tu sais, c'est d'être Comme si on n'osait pas. sensibilisé. Exactement, parce que ça l'amène d'autres défis. Ouais. Faut juste bien être outillé pour être en mesure Absolument. de bien les intégrer. Là. Absolument. Il y avait aussi d'être en mesure de bien clarifier les rôles et les responsabilités. Former pour diminuer la maladresse dans les communications et les agissements, mais il faut Oui. apprendre à se connaître un peu. Comme on l'a fait tantôt, comme je disais tantôt, Yellow, l'exercice qu'elle a fait avec ses gestionnaires pour qu'ils apprennent à se connaître pour être en mesure de mieux communiquer. C'était pas des gens qui étaient issus de communautés différentes. C'est pas ça, mais peu importe. C'est juste d'apprendre à se connaître pour être capable de mieux collaborer ensemble aussi. Impliquer la communauté, pas juste l'organisation, l'a nommé. Ouais. Tu as donné l'exemple de Cascade. Je pense que ça, c'est essentiel. Mais le télétravail, parce que, tu sais, la pandémie a amené plusieurs aspects négatifs et positifs pour moi. Positif, c'est que ça l'ouvre vers les communications. Je parle des communications web aussi, les méthodologies de travail. Mais ça l'ouvre aussi sur le fait qu'on peut embaucher des gens qui viennent de n'importe où. C'est sûr que, tu sais, il y a un défi à ça d'être 100% télétravail parce que pour l'accueil, l'intégration et l'inclusion dans une équipe. Il y a des tu sais. connectivités en termes de santé mentale. La aussi. déconnectivité, absolument. Fait que c'est important C'est de ça. se mettre des Puis, politiques liées à effectivement, ça. puis c'est super intéressant parce que, bon, vous savez que j'aime bien me former et faire de la formation continue. Donc, je termine un micro-programme en ce moment en gestion de la santé organisationnelle. Puis dans mon travail de session, justement, notre thématique, c'était la cohésion d'équipe en mode hybride. Parce que dans l'organisation qu'on a choisie, c'est aussi une équipe jeune, mais issue de différentes communautés. Donc, là, ils ont été intégrés la plupart en télétravail. Donc, ils ont moins développé d'affinités rapidement, moins d'interactions formelles et Ouais. informelles. Donc, c'était super intéressant comme projet, mais tu sais, il faut se mettre en place des moyens pour y arriver parce que ça ne se Ouais. fera pas tout seul. Non, ça se fera Surtout pas pas en seul. télétravail. Puis le réseau Non. social en soi fait partie. On parle souvent de santé financière, santé psychologique, santé physique, mais la santé sociale en fait aussi partie. Elle est un petit peu moins encore. L'impact, on le mesure moins parce qu'on se dit, ben même s'il n'y a pas de vie sociale au travail, il y a peut-être une vie sociale en dehors du travail qui ouais. équilibre. Puis tu sais, il y a Ouais. des gens qui vont être bien justement, en relation avec l'environnement, puis il y a des gens qui vont être bien en relation avec l'humain. On a, Ouais. je pense, pas tous le même besoin, puis c'est correct de respecter ça, mais Ouais. Ouais, il reste quand même faut s'adapter. que- Mais ça il fait faut avoir partie des des gens défis. sur qui s'appuyer quand même quand ça va moins bien. Puis, tu sais, on avait nommé aussi, tu sais, les enjeux, parce que là, on a nommé des faits, on a nommé des situations, on a donné plusieurs exemples, on a nommé des solutions, mais il y a des enjeux quand même, tu sais, parce que la licorne rose, malheureusement, elle n'existe pas, on aimerait bien ça, mais, tu sais, il reste que c'est quelque chose, c'est un changement, tu sais, on le dit, le monde du travail est en changement. Le monde du travail, mais le monde aussi de la santé psychologique est en évolution. Ça prend de plus en plus une place, puis tant mieux. Mais il reste quand même qu'il manque de ressources actuellement. Donc, Oui. tu sais, à tous les niveaux. Mais il ne faut pas continuer. C'est pas parce qu'on a des enjeux qu'on ne peut pas trouver des solutions pour combler ces enjeux-là aussi. Tu sais, on a dit le manque de ressources, le manque d'information. Donc, la formation, il y a des organismes qui existent pour soutenir les entreprises, les gestionnaires, justement, dans la compréhension des enjeux que peuvent vivre les différents types de communautés. Portrait de la main-d'œuvre actuelle et la pénurie, c'est d'apprendre à connaître aussi c'est quoi le portrait de ta main-d'œuvre Exact. à Oui. tous les niveaux, de tous les types aussi, puis de comprendre c'est quoi les besoins organisationnels, puis d'y aller plus davantage en mode solution et inclusif aussi. Ben donc. oui, parce que si on ne connaît pas notre main-d'œuvre, on ne peut pas prendre des décisions ou avoir des Ben comportements et des actions ciblées qui vont répondre à Qui la vont réalité répondre, et parce aux que là, on va besoins de la présumer ce main-d'œuvre. qu'ils ont Tu sais, besoin. je Exactement. dirais que des fois que ça nécessite, on l'a dit tantôt, tu sais, de défaire ce qu'on faisait de façon différente. On a parlé en termes Ben oui. tantôt des assurances, et de l'arrêt de travail versus le retour au travail, puis la partie avant qu'on ne gère pas trop. Mais c'est un petit peu la même chose. Tu sais, je me rappelle, j'ai une entreprise qu'on avait vue un moment avec le groupement Entreprises en santé. C'est une entreprise qui fabrique des foyers dans la Beauce. Puis je pense qu'on, de mémoire, c'était, je dis 29, mais je pense que c'était plus que ça, horaire de travail distinct pour accommoder tous les gens. Mais ils disent, quand on affiche C'est un poste sur les complexe. réseaux sociaux, tout le monde Ouais. est content, puis ils s'en viennent travailler chez nous. Fait on prend 2 collègues, on a besoin de combler 24 heures, on en prend 3, les matchs ensemble, on crée les C'est de la systèmes. gymnastique. Tu sais, En un fait, peu ils ont été créatifs. c'est ça. Ben, un peu qu'est-ce qu'ils vont faire même avec le système de santé. On sait qu'ils ont commencé à l'implanter dans certains hôpitaux, tu sais, que les gens, un peu comme les infirmières d'agence, tu peux choisir ton horaire. Fait que pourquoi dans le monde du travail, des fois on se dit, c'est trop coûteux, c'est trop complexe, mais fermer un cadre de travail parce qu'il manque quelqu'un, Oui. ça peut être, puis en plus, tu as mis de la pression sur les gens. Fait que C'est une gymnastique, là. tu sais, va c'est falloir ça. peut-être, va falloir l'imposer, peut-être cette gymnastique-là, pour y arriver aussi à trouver. En tout cas, Ouais. ça peut être une source de solution. tu sais. Oui. Oui, effectivement. En conclusion, j'aimerais ça qu'on puisse y aller freestyle, comme on dit.
j'aimerais ça qu'on puisse retenir certains éléments. Moi, évidemment, j'avais noté des petites choses que j'aimerais peut-être vous partager, puis je vous invite juste à me challenger ou du moins commenter. J'avais dit, tu sais, c'est sûr qu'au niveau de la... Il faut lutter contre les discriminations et favoriser la culture de communication. On a dit que c'était le nerf de la guerre. Oui. Quand on fait des diagnostics, c'est toujours là que le bas oui. blesse. OK? Alors ça, c'est sûr. Mais il faut parler de culture de communication, d'ouverture et d'inclusion à tous les niveaux. Oui, puis on parle beaucoup de communication non violente. Puis tu sais, quand je disais là-dessus, ça disait, tu sais, dans les principes, c'est l'authenticité, la bienveillance. Je me disais, c'est la définition même de ce que devrait être la communication. Ben oui, Ça absolument. devrait toujours être comme ça, là, dans le fond. Puis de travailler, puis d'avoir un style de gestion qui favorise ça, ben, tout ce que ça vient, c'est accentuer la performance d'une organisation. Tu sais, Geneviève, tu dis ça devrait être toujours ça. Moi, je vais aller un petit peu en background. OK. Tu Oui. sais, on a dit, tu fais ta maîtrise, tu fais de la scolarité, mais prends l'ouvrier qui vient d'un milieu plus modeste, qui n'a peut-être pas eu toute l'éducation, puis que lui, chez eux, on a toujours parlé de façon peut-être plus grossière oui. puis, et autres. Fait que, tu sais, oui, c'est la communication, mais pour bien communiquer, il faut être éduqué à bien communiquer. Oui, c'est Fait que ça, c'est ça. mais Oui, c'est ça, faut c'est les ça. former, il faut C'est ça, les faut les sensibiliser, outiller. il faut les Et outiller, c'est effectivement, ça. parce qu'on ne peut pas s'attendre à Non, ce que tout non. le monde sache bien communiquer, là, ça s'apprend. Ben, moi, Mais je c'est dirais- le gestionnaire aussi à mettre Oui, le plan, effectivement. à mettre de l'avant la façon de le faire aussi. Tu sais, un moment donné, Donner le ton. Je me rappelle, nous, on a un gestionnaire, tu sais, il y avait eu 2 fois des plaintes d'harcèlement. Les 2 fois, on les a pas retenues. C'était plus d'incivilité, justement, intimidation. Puis un moment donné, on dit, ben écoute, voici les propos. Quand les propos ont été clairs, qu'on lui a exposés, il a dit, j'ai jamais vu que c'était pas correct. Tu sais, j'ai jamais vu. Parce que pour moi, ça s'est toujours fait Ça comme ça. partait pas d'une Ben oui, mauvaise C'est intention, là, mais c'est comme si c'était elle avait mis son maladroit. reflet dans le miroir, Ouais, puis OK, je vais ouais. corriger. Autant, tu sais, on pourrait parler de ponctualité qui peut être un irritant. Tu sais, je vais toujours me rappeler quelqu'un qui me dit, ben moi, dans ma famille, on a toujours été en retard. Mes oncles, ma famille, ça a toujours fait partie. On n'a jamais vu ça comme Mais ça, pour, l'impolitesse. mais ça, pour moi, c'est... Ouais, mais tu sais, on peut prendre... C'est On ça. peut mettre ça... ça peut être Non, large, mais- le dos de la famille C'est ça, aussi. là, tu sais. mais pour nous, c'est peut-être intolérable, mais pour quelqu'un qui a toujours été là-dedans, Non, effectivement. Oui, oui, Faut je faire le comprends. parallèle éthiquement avec... correct. Tu sais. Mais je pense qu'à la base, il faut dire que faut pas partir des gens en partant en se disant que c'était intentionné. De façon générale, les gens sont honnêtes, puis c'est bien souvent parti d'une bonne intention. Mais c'est sûr que ce qu'on vient de dire là, c'est que tout ce que ça va favoriser, évidemment, c'est des relations de travail amicales, d'avoir un environnement social aussi qui est sain, une meilleure cohésion d'équipe. Donc, on parle toujours de performance organisationnelle. Puis, on comprend aussi, quand on comprend les enjeux, on est capable de mieux démystifier aussi les préjugés et les biais inconscients. Puis j'ai une communication ouverte. Ah oui, Ouverte absolument. d'esprit, parce que si on a une fermeture, c'est sûr que, tu sais, on n'a pas avoir les meilleures techniques de communication, mais si on se sent pas écouté, ou si on se sent pas, qu'on prend pas le temps vraiment d'écouter ce qu'on essaye de dire comme message, Ouais. ben la fois où la porte va se fermer, on va venir de briser Ouais. quelque chose dans la communication. C'est important ce que tu dis là, Ah parce oui. que quand on n'écoute pas les employés, mais ils ne se sentent pas considérés. Puis encore une fois, si on prend soin de nos employés, je reviens souvent avec ça, mais juste de les écouter, de leur donner un peu d'attention ou de leur faire des suivis, ben, ça permet justement de les mobiliser, de développer leur niveau d'engagement. Et évidemment, ils vont devenir plus performants. Là. Ben oui, absolument. Je pense que ça pourrait conclure. C'est ça. Des fois, c'est des petits gestes simples. Tu sais, moi, je vais toujours me rappeler, Ouais. j'ai un gestionnaire qui m'appelle, dit, écoute, j'ai un employé qui est au bout du rouleau, il va pas bien, on sait qu'il y a peut-être des petites idées noires, on sait pas quoi faire, puis je l'ai outillé, puis finalement, j'ai pris contact avec l'employé, parce que nous, on fait des appels qu'on appelle des appels de faire du vigilance. bien, de vigilance. Mhm. Et quand j'ai appelé l'employé, il dit, ben, je suis touchée de la pêche, je suis touchée que mon gestionnaire ait Ok. pris ce temps-là, parce que c'est important pour lui. Ouais. Mais en contrepartie, j'ai encore pire que ça. Ils m'ont fait déplacer pour être outillé. Puis là, il dit, moi, je pense que cette compagnie-là, j'allais sur le cœur. Fait que juste des petits Sentir gestes. vraiment- Ça a duré ouais, une demi-heure ouais. peut-être pour le gestionnaire, cet appel-là, la démarche en soi. Mais en une demi-heure, il y a peut-être d'aller chercher une adhésion de son employé aux valeurs, à la culture pour encore 10 ans, 15 ans, 20 ans. Là. Fait qu'en conclusion, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, ça vient juste conclure que Mhm. quand on investit dans la santé et le mieux-être des employés, bien, on investit dans la performance organisationnelle, dans le mieux-être, mais aussi dans une meilleure santé psychologique des équipes. Donc, je prends quand même une petite minute pour vous parler des différents services offerts autant chez Brio PAE que chez Brio RH. Donc, vous allez voir mon écran s'afficher. Donc, Brio PAE, c'est vraiment un programme d'aide aux employés, mais on offre des services quand même à plusieurs niveaux là, au niveau de la santé psychologique. Donc, vous pouvez voir gestion de conflits, médiation et harcèlement, incidents critiques et post-traumatiques,
formation, atelier, conférence, et évidemment notre programme d'aide aux employés. Donc, c'est les différents services qui peuvent vous être offerts par notre équipe chez Brio PAE. Vous allez voir le lien pour consulter le site web, également le courriel pour communiquer avec nous. Du côté de Brio RH, en fait, on se veut vraiment un département de ressources humaines externes. Donc, on offre des services sur l'ensemble des sphères RH, recrutement chasse de tête, développement organisationnel, gestion des ressources humaines, tests psychométriques et profils psychologiques, reclassement, marque employeur, coaching de gestion, équité salariale et rémunération, droit du travail, formation, RH et santé mieux-être. Donc, si vous avez de l'intérêt, vous voulez en savoir un petit peu plus, vous pouvez également, il va y avoir le lien là, vers le site web qui va s'afficher, également notre courriel pour communiquer avec nous. Donc, c'est ainsi que se termine notre balado sur la santé. On est vraiment des passionnés de RH, de santé psychologique aussi, de bien-être, de mieux vivre au travail. On aurait pu poursuivre ça encore de longues minutes, mais on tient quand même à garder un format qui est assez court. Donc merci en fait, merci d'avoir écouté le balado jusqu'à la fin. On va se revoir dans notre prochain trimestre pour un prochain balado. Donc merci encore si vous avez aimé ça. Vous pouvez laisser un j'aime, vous pouvez nous laisser un petit commentaire, un partage aussi. Ça nous fait toujours plaisir. Merci beaucoup et à bientôt.